expert en qualité d'air intérieur. Chères auditrices, chers auditeurs d'Élémentaire, bonjour, bienvenue pour cette nouvelle émission. Une émission placée toujours sous le signe de l'air, vous le savez. On va détailler un petit peu plus, je dirais, comment on va savoir que notre logement, finalement, il est correctement conçu et surtout correctement installé pour qu'on ait une qualité de l'air qui soit assurée par le biais, je dirais, d'une installation de ventilation qui soit conforme notamment. Et pour ce faire, d'abord une petite actualité qui nous rejoint. Il y a eu vendredi dernier une annonce concernant la considération des gestes, la rénovation par geste sur MaPrimeRénov', où il faut considérer notamment la ventilation, mais elle est considérée dans le cas où on fait un élément d'isolation avec. Donc là, il y a vraiment, je dirais, une prise en compte toujours de ce facteur où on ne peut pas considérer seul la ventilation. Il faut toujours réfléchir, on isole, on ventile et on adopte aussi les bons gestes vis-à-vis du chauffage, puisque nos pratiques finalement de ventilation ou d'occupation à l'intérieur du logement qui vont faire varier la modulation pour être au plus adapté, va faire que notre chauffage va devoir s'adapter aussi par rapport aux différentes phases de vie dans l'année et dans toute une journée pour notre logement. Alors pour parler de cette, je dirais, cette qualité de l'air quelque part, mais surtout ce bon air qu'on doit retrouver dans nos logements, il convient de pouvoir qualifier, de calibrer que l'installation est conforme et qu'elle soit, je dirais, en bon état de fonctionnalité finalement. Alors pour ce faire aujourd'hui, on va en parler avec Daniel Jacquemot de Qualibat. Bonjour Daniel. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc Daniel Jacquemot, donc je travaille à Qualibat. Donc je suis le directeur de la politique technique de Qualibat. Qualibat, c'est une association loi 1901 qui a été créée en 1949. Donc il y a un siège à Qualibat, il y a 36 agences. Donc en fait, on est organisé dans toutes nos instances de direction et de commission en 3 collèges. Un collège où il y a des utilisateurs, un collège où il y a des intérêts généraux et un collège où il y a bien sûr des entreprises. Qualibat, c'est près de 160 personnes. Donc à Qualibat, donc on qualifie les entreprises, c'est-à-dire qu'on donne aux maîtres d'ouvrage, aux particuliers, des informations objectives et des éléments d'appréciation sur les entreprises pour qu'ils fassent le bon choix. Le périmètre de Qualibat, Daniel, parce que c'est effectivement, là on parle de la qualité de l'air qui est associée, notamment la ventilation, ce qu'on va voir dans quelques instants, mais quels sont les champs d'application, de vérification que vous apportez, ou de qualification vraiment, puisque Qualibat est une Qualibat, qualification. Il y a des qualifications qui vont presque, qui partent des fondations, en fait qui suivent le cheminement de construction d'un bâtiment. Donc on commence par les fondations. Donc on a des qualifications de fondation, on a des qualifications de construction béton armé, béton précontraint, on a des qualifications de construction métallique, et après on a aussi toutes les qualifications qui vont avec de tout ce qui est équipement technique du bâtiment. Donc on a des qualifications de CVC, on a des qualifications aussi bien sûr en photovoltaïque, on a en photovoltaïque 3 qualifications, 2 qualifications en PAC et 2 qualifications aussi en ventilation. D'accord. Alors au niveau on parle de qualification, mais qu'est-ce que veut dire dans ces métiers être qualificateur, parce que finalement vous assurez, outre la qualification et de savoir que ça s'est bien passé, pour que les qualificateurs sur le terrain puissent vérifier que ça a été bien monté et que ça respecte les règles de l'art finalement, mais le rôle précisément de Qualibat là-dedans, c'est vous formez les qualificateurs ? Alors, en fait, à Qualibat, on vérifie la compétence des entreprises. C'est-à-dire qu'on examine d'abord, c'est avant tout quand même un examen documentaire, avec dans le cadre du RGE, il y a des contrôles de réalisation, mais c'est quand même essentiellement documentaire. Donc, on vérifie à partir d'un dossier à la fois administratif et technique, que l'entreprise, par exemple, est assurée, qu'elle est à jour de toutes ses cotisations sociales, qu'elle est à jour à l'URSSAF, etc. Et après, il y a effectivement une preuve avec des dossiers de référence qu'elle est compétente pour un métier donné. Donc, ça se fait à travers les devis des entreprises, les factures, les photos, des notes de calcul s'il y en a besoin, des plans s'il y en a besoin. Et tout ça, en fait, est examiné par des commissions. Et donc, c'est dans des commissions où on retrouve, comme j'ai dit tout à l'heure, les utilisateurs, les intérêts généraux et les entreprises, bien sûr. Et en France, il y a 120 commissions Qualibat qui attribuent des qualifications, qui attribuent ou qui enlèvent ou qui... Bon, voilà, avec 2 niveaux de qualification, des qualifications probatoires et des qualifications quadriennales. D'accord, donc pour 4 ans, une fois qu'on est qualifié, on revient que dans 4 ans pour Voilà, sauf qu'on revient effectivement au niveau de la qualification, on revient tous les 4 ans, mais chaque année,
On fait un questionnaire de suivi annuel parce qu'effectivement, il faut s'assurer quand même chaque année que l'entreprise, par exemple, est toujours assurée, qu'il y a toujours le même effectif, dans un sens ou dans un autre. Donc c'est un contrôle en fait tous les ans. Et en plus, si effectivement les qualifications sont RGE, il y a aussi des contrôles de réalisation qui sont réalisés. Ce qui veut dire à un moment donné que vous avez une masse de travail colossale à faire. Oui, il y a une Qualibat, c'est 160. On se rend compte, il y a combien au global, il y a combien d'entreprises ou il y a 52 000 entreprises qui sont qualifiées. Donc on a dit qu'il y avait 120 commissions et donc à Qualibat il y a 160 permanents et en fait il y a une grande partie de l'activité de Qualibat qui est faite par des bénévoles. Et donc au niveau français, il y a 3000 bénévoles qui participent à nos commissions. Donc, ce qui fait qu'il y a des commissions qui se réunissent, qui ont entre 15 et 20 personnes pour prendre des décisions d'attribution ou de refus des qualifications Qualibat. Je dirais ceux qui souhaitent aller vers une qualification. La démarche, c'est qu'il faut déjà qu'ils soient entreprises dans ce métier, dans le métier qu'ils vont... On peut avoir des entreprises qui se lancent, effectivement, puisqu'il y a des qualifications qui peuvent être attribuées à titre probatoire. Et puis, il y a des entreprises qui peuvent avoir une activité qui souhaitent compléter par une autre activité en se lançant dans un nouveau métier. Donc, mais après, il faut effectivement que ce soit une entité juridique qui existe. On ne peut pas qualifier ni les entreprises téléphones, ni sans personnel, ni sans moyens. Il faut des moyens matériels, il faut des moyens humains, il faut de l'expérience, de la compétence dans l'entreprise. C'est ça. C'est tout cet ensemble qui permet de qualifier ou de ne pas qualifier. Et celui qui est qualifié, c'est en tant que personne ou en tant qu'entreprise ou en tant que personne dans ce type d'entreprise? Non, les qualifications, c'est des qualifications d'entreprise. D'accord. Le seul petit bémol, c'est les qualifications, on en parlera un tout petit peu de la 8741, où c'est un mélange de qualifications d'entreprise et presque de certification de personnes. Mais 99% des qualifications de Qualibat, c'est des qualifications d'entreprise. Cela étant, on vérifie le dirigeant a une importance très importante. On vérifie aussi l'effectif de l'entreprise. Il y a un certain nombre d'éléments qui sont immuables et qui sont importants. Mais ce n'est pas de la certification de personne. D'accord. On s'assure déjà de la qualité de l'entreprise et de sa stabilité pour ensuite, après, regarder le métier sur lequel ils vont opérer. Ça paraît logique. Mais il y a aussi si on prend toutes les qualifications qui ont la mention RGE, on demande qu'il y ait une personne qui soit le référent RGE. Donc il y a quand même aussi des notions de personnes qui nous intéressent. On demande pour des qualifications le référent dans l'activité. Donc c'est essentiellement l'entreprise, mais avec des éléments de personnes. C'est aussi lié à l'humain dans les entreprises. C'est quand même mieux d'avoir de l'humain. C'est toujours mieux. C'est toujours mieux. Et donc, est-ce qu'on sait à peu près sur l'intégralité des 52 000 entreprises qui sont qualifiées Qualibat, combien d'opérations de contrôle ils opèrent chaque année, tout spectre confondu? Est-ce qu'il y a une information là-dessus? Non, parce qu'en fait, la plupart de nos entreprises font des chantiers, font des travaux. D'accord. Les entreprises qui font des contrôles à Qualibat, c'est uniquement les entreprises 8711, 8721, 8741. On était derrière tout à l'heure. On va pas laisser nos auditrices et auditeurs sans savoir. Donc, mais sinon, c'est des chantiers en fait. Les qualifications de Qualibat, c'est des qualifications de chantiers bâtiments, des entreprises qui font des chantiers bâtiments. D'accord. Un nombre annuel de chantiers? Non, on n'a pas trop idée mais l'essentiel des entreprises qualifiées Qualibat, c'est des petites structures. Le monde du bâtiment, c'est nos 80% de nos clients sont des petites entreprises en fait. C'est l'image vraiment du bâtiment. Donc elles n'ont pas forcément des milliers de chantiers. Bien sûr, mais si on considère déjà 52 000 qualifiés multipliés par le nombre de chantiers, on va arriver à quelques centaines de milliers d'opérations. Voilà, tout à fait. Donc c'est quand même, c'est ce qu'on disait, c'est conséquent. Une grande partie, même si nos 52 000 entreprises, ça représente peut-être 10% des entreprises qui interviennent dans le monde du bâtiment, elles font une très grande partie des chantiers qui se réalisent. D'accord. Les plus beaux chantiers, sans doute. Et les plus beaux chantiers, parce qu'à un moment donné aussi, c'est gage de qualité et gage de pérennité du bâtiment. On parle, nous, souvent dans l'émission du syndrome du bâtiment malsain, qui amène tout un tas de désordres qui ont une action sur la santé du bâtiment, sa tenue, mais également la préservation des personnes qui y sont dedans. Si ce bâtiment, évidemment, de par sa construction, il n'assure pas sa destination, il y a un moment donné, il va y avoir des problèmes. Et c'est ce en quoi ces vérifications, ces qualifications permettent de savoir que le bâtiment a un blanc-seing finalement plus que honorable et même pertinent par rapport à ce qu'on va rechercher. Alors on le disait pour les auditrices et les auditeurs, Daniel, vous avez dit 8711, 8721, 8741. On a 3 niveaux là de qualification qui concernent l'air. On peut dire ça comme ça. Oui, qui ont une influence sur l'air, c'est incontestable. C'est incontestable. Alors on va aller crescendo. La 8711, c'est la perméabilité du bâtiment. Ça regroupe quoi?
En fait, le ministère s'est rendu compte effectivement, enfin plus particulièrement la DHUP au niveau du ministère, qu'effectivement beaucoup de bâtiments étaient en fait des passoires. Donc avec des infiltrations d'air nombreuses et qui empêchaient après effectivement qu'il y avait des pertes d'énergie considérables et qui mettaient à mal les systèmes de ventilation. Donc ils ont commencé dans une suite que nous on a trouvé assez logique, c'est-à-dire de commencer par effectivement s'assurer que les enveloppes des bâtiments sont étanches et donc pour s'en assurer il fallait le mesurer. Donc parce que sur plan on s'en aperçoit pas. Donc il a été mis en place la 8711 donc qui est la qualification à Calibat pour la mesure de la perméabilité à l'air de l'enveloppe des bâtiments. Et donc là, on a mis en place cette qualification et qui, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, est un petit peu un mélange entre une qualification d'entreprise et une certification de personne, puisque dans les entreprises qualifiées 8711, on définit, l'entreprise nous dit quels seront les opérateurs qui vont faire les mesures. C'est pas l'ensemble des salariés de l'entreprise qui feront les mesures. Il y a une identification. Il y a une véritable identification des personnes et c'est parce qu'il y a des personnes qui sont effectivement reconnues compétentes pour faire la mesure de la perméabilité à l'air que l'on peut qualifier l'entreprise. Et l'entreprise, elle peut avoir 1, 2 ou 3 opérateurs pour faire ça. Si elle en a plus, elle perd sa qualif. On lui suspend la qualification. Donc ça nécessite pour les opérateurs d'avoir aussi du matériel parce qu'ils viennent pas les mains dans les poches, ça se fait pas comme ça au doigt mouillé. Ils soufflent pas sur la porte pour savoir si elle est bonne. Donc du coup, un terme qu'on va évoquer ici, une porte soufflante, c'est quoi ? En fait, c'est une sorte c'est un gros ventilateur quelque part qui permet effectivement ou d'aspirer l'air du bâtiment ou au contraire de souffler de l'air dans le bâtiment. Et puis après, ça nous permet effectivement, quand on sait que ça se stabilise et qu'on sait l'air qu'on envoie ou qu'on enlève, ça permet de calculer les fuites du bâtiment. Donc, et effectivement, c'était objectivement une vraie nécessité que de faire ça en France. Donc, et on a même au niveau européen, d'autres l'ont fait avant, et puis nous en France, on a fini par le faire et on est devenu dans ce cadre-là, les premiers en Europe. Donc on part pas tout de suite, mais on arrive les premiers. Voilà, c'est peut-être bien pour les JO 2024 sur les épreuves. On va garder ça pour nous. Bon, c'est vrai qu'on est parti en retard et on est arrivé effectivement. Donc c'est mesuré par des personnes. Donc avec une fameuse porte soufflante avec du matériel. Donc voilà, c'est une porte. En fait, on ouvre la porte d'entrée, on remplace la porte d'entrée par un système adapté qui permet de s'adapter à la dimension de la porte et de mettre ça en place. Et les opérateurs qui font effectivement ces mesures sont formés donc par des organismes de formation qui ont été reconnus par le ministère et sont contrôlés initialement par Calibat et après donc tout au début donc on les entre guillemets qualifie ou on les qualifie pas et puis après il y a un suivi tous les 2 ans. Donc en fait ils sont c'est tous les 2 ans, c'est plus quadriennal. Voilà, ce type de contrôle, c'est un des contrôles les plus constants et les plus forts dans le monde du bâtiment. On a, nous, au niveau de Calibat, à part peut-être ce qui se fait sur l'amiante, mais on a peu de contrôles aussi pointus et aussi rigoureux et constants dans le temps que ce qu'on fait pour la 8711, voire 8721, voire 8741, on en parlera après. Quand on pense aux fuites énergétiques que ça induit, c'est quand même assez colossal. Ça peut être, si on doit comparer, quand on était sur la RT 2005, on avait un équivalent de fuite qui était acceptable, qui était de l'ordre quasiment du demi-mètre carré. Et là, maintenant, on est sur des fuites qui sont inférieures à une demi-feuille A4. Oui. Donc là, il y a un moment donné, il faut savoir le caractériser. Il y a eu un réel progrès, effectivement. Mais la contrepartie, c'est qu'il faut faire attention parce qu'on transforme les bâtiments en bâtiments étanches. Et donc là, effectivement, la ventilation prend tout son sens et devient très très importante. C'est pour ça que la deuxième étape, effectivement, ça a été de mettre en place à Calibat la qualification 8721, qui est effectivement la mesure de la perméabilité à l'air des réseaux aéroliques. Et là aussi, c'est dans le même fonctionnement, c'est-à-dire qu'on a des réseaux aéroliques, on va dire pour nos auditeurs, c'est tout simplement les tuyaux qui sont branchés sur le système de ventilation. Alors, la ventilation, qu'elle soit par extraction, par insufflation ou par double flux, il y a un moment donné, l'air, on a besoin de le faire rentrer, on a besoin de le faire sortir, et tout ça, il faut un cheminement étanche, parce que s'il y a des fuites, ça veut dire qu'on va avoir un moteur qui va peut-être pas prendre l'air où il faut, ou qui va peut-être le pousser là où il faut pas, et surtout également on va avoir des consommations de moteurs pour compenser ces fuites qui vont être colossales. Voilà pourquoi un petit peu on surveille cette étanchéité. Mais là, 87, donc la mesure de la perméabilité à l'air des réseaux aéroliques, elle n'a pas été rendue complètement obligatoire par le ministère sur tous les bâtiments. Donc nous on pensait qu'avec la RE 2020 c'est ça qui serait fait, c'est ce contrôle qui serait rendu obligatoire. Et en fait, on a eu la surprise, pour résumer, que ce n'était pas la mesure de la perméabilité à l'air des réseaux aéroliques qui serait contrôlée dans le cadre de la RE 2020, mais c'est le contrôle carrément des systèmes de ventilation.
Sachant que malgré tout, si on veut un réseau avec une classe, si on veut annoncer une classe de réseau, il faut quand même que ce soit une mesure qui soit faite. Donc la 8721 a été utilisée pour la RT 2012 et est utilisée pour la RE 2020. Quand vous parlez, Daniel, de classe, c'est des classes de réseau. Ce sont des classes de réseau qu'on appelle les classes d'étanchéité. Oui. Alors comment ça se gradue une classe d'étanchéité? On part de par défaut jusque A, B, C, D? Oui, en fait, normalement, si on veut effectivement obtenir une classe de réseau et si on veut l'utiliser pour un bâtiment, il faut effectivement faire mesurer. Mais sinon, on prend la classe par défaut. Donc c'est effectivement, après, quand on fait des études thermiques, c'est assez pénalisant. Donc on a effectivement... Mais c'est pas la qualification 87-21. On a moins d'entreprises qu'en 87-11. Donc objectivement, c'est pas ce qui a été le plus utilisé. Par contre, c'est assez intéressant parce qu'avoir une bonne classe d'étanchéité de réseau, on va quand même passer d'un taux de fuite de sur le réseau 18% sur le réseau par défaut, je crois que c'est ça, et on va tomber déjà dès la classe A à 12%, après on tombe à 6 sur la B, on tombe à 3 sur la C et à 0,5 sur la D, quoi. Donc on comprend bien derrière que si tout l'air qu'on fait rentrer, il passe bien dans le logement et pas par des fuites, on va déjà avoir moins de cet air qui va être renouvelé, qui va faire rentrer peut-être trop d'air chaud l'été, mais qui va peut-être faire sortir trop d'air froid qu'il faudra réchauffer l'hiver aussi. Donc tout l'intérêt est là, et dans l'étude thermique, ça se valorise. Et donc après, alors on ne sait pas si c'est suite au Covid, on ne sait pas, puisque pendant le Covid, après, il y a eu des problèmes de ventilation, on ne savait pas s'il fallait ventiler ou pas les bâtiments. Et à la sortie, effectivement, dans le RE 2020, on a eu l'obligation, donc les constructions, obligatoirement, on doit contrôler le système de ventilation. Contrôler le système de ventilation. Et là, on rentre dans le cadre de la 87-41, toute nouvelle. C'est celle qui, maintenant, ces contrôles sont obligatoires depuis le 1er janvier 2023, dans le cadre de la RE 2020. Et c'est les opérateurs. Du coup, comme c'est tout nouveau, y a-t-il déjà un nombre d'opérateurs, je dirais, conséquent? Il y en a sûrement qui sont en formation et qui attendent peut-être leur qualification, parce qu'une qualification, ça s'opère pas. On ne se dit pas, tiens, je la veux le lundi matin et je l'aurai le vendredi soir. C'est pas du tout ça, hein. C'est pas du tout ça, non, parce qu'il y en a même, mais pas beaucoup quand même, mais il y en a quelques-uns qui ont essayé et qui ne l'ont même jamais obtenu. Après, il y a quelques personnes qui ont été même obligées de partir 2 fois en formation. Une première fois parce que j'ai dit qu'il y avait une formation obligatoire, et qui, suite à plusieurs passages en commission de Calibat, ont été refusés et ils ont été obligés de retourner en formation. Mais c'est quand même des cas... C'est une formation qui dure combien de temps? Je crois que c'est de 3 à 5 jours, enfin ça dépend. Déjà. Mais c'est des formations, c'est pas des formations très longues, hein, mais voilà. Mais à la fin de la formation, il y a un QCM, donc il faut quand même réussir la formation. Et ça non plus, c'est quand même des QCM. Voilà, et après, il y a une surveillance de cette qualification, au niveau de Calibat, parce que les dossiers sont remontés, sont vérifiés, échantillonnés, sûrement pour dire on vous garantit. On ne contrôle pas tous les rapports de mesure faits par les entreprises, parce que là, ça sera un travail considérable, mais on en tire au sort et on regarde effectivement. Et donc, effectivement, si effectivement il y a des soucis, on demande à l'entreprise de se corriger, éventuellement de corriger ce rapport, et puis de nous refournir des nouveaux rapports pour voir si effectivement elle a su s'améliorer. Voilà. Et donc, fort de ça, parce que cette 87-41, et puis surtout, pour revenir dans la RE 2020, on se retrouve avec le protocole justement de vérification des systèmes de ventilation qui a été mis en place, parce qu'il y avait quand même un constat qui était un petit peu alarmant, c'est que dans le cas de la maison neuve ou du logement collectif, on approchait les 70% de non-conformité. On n'a pas dit de non-opérance, c'est encore autre chose, mais une non-conformité, si on tombe sur des systèmes qui n'assurent pas les débits dont on a besoin, effectivement qu'on va rentrer dans un cadre où la qualité de l'air va pas être suffisante, l'évacuation de l'humidité pas suffisante non plus, etc., etc. Donc c'est une vraie révolution, je dirais, sur cette RE 2020 d'y avoir intégré tout cela. Mais par contre, qu'est-ce que ça implique en termes de points de surveillance dans le logement, si on devait se mettre à la place d'un qualificateur? Il regarde quoi, justement, d'un bout à l'autre de la chaîne de l'installation? Pour la 87-41, donc par rapport à la première interrogation, on a quand même déjà 170 entreprises qui sont qualifiées 87. 170. Et avec 259 opérateurs, donc à ce jour. Donc ça veut dire que potentiellement, qu'il y a effectivement de quoi répondre quand même au marché. Et malheureusement, comme le marché ici c'est la construction neuve et que la construction neuve a quand même de réelles difficultés, le nombre d'opérateurs suffit. Beaucoup d'autres se sont formés puisque c'est obligatoire, enfin pas obligatoirement, mais c'est
vraiment les mêmes personnes que ceux qui sont déjà 8711 en réalité, qui sont venus sur ce marché, parce qu'ils feront sans doute le contrôle de la perméa de l'enveloppe et aussi le contrôle des systèmes de ventilation. Ça permet aussi au maître d'ouvrage sûrement de se retrouver, d'avoir un seul interlocuteur voilà. et un intervenant qui fait tout, qui évite de facturer aussi 2-3 fois des frais de déplacement. On comprend aussi l'intérêt économique. C'est pour ça qu'ils se sont lancés. Et donc c'est effectivement, mais ça veut dire aussi qu'on aura des personnes qui seront vraiment compétentes à la fois sur l'enveloppe, qui seront compétentes sur les réseaux et qui seront compétentes sur le contrôle des systèmes de ventilation. Donc le contrôle des systèmes de ventilation, c'est essentiellement un contrôle visuel et puis c'est un contrôle aussi de mesure des débits en bouche, de mesure des débits ou des mesures de pression. Mais c'est essentiellement ça. Mais rien que déjà ça, les premiers retours que l'on a démontrent quand même, hélas, que l'on continue à avoir quand même des difficultés, que les entreprises ne se sont pas forcément encore bien appropriées ces fameux contrôles. Donc, ce qui veut dire que nos opérateurs, qui heureusement sont des personnes qu'on a formées, qui sont assez compétentes de par leur passé en 8711 ou 8721, et qui font, même si c'est pas du tout leur mission, un petit peu de conseil aux entreprises pour s'en sortir et pour quelque réussir. Part, ça fait une formation indirecte auprès de l'entreprise, mais ça ne remplace pas une formation de base. Et c'est vrai que ces métiers de la ventilation, on le voit, des formations complètement dédiées, un certificat de qualification professionnelle, par exemple, qui avait été porté par la FFB et qui se fait avec les Compagnons du Devoir à Amiens, qu'on connaît bien. C'est récent également. Donc il y a vraiment une prise à bras-le-corps de cette problématique d'une bonne ventilation dans notre logement. Et tout ça vient en fait du fait que cette ventilation dans nos logements, on dit toujours les usagers en rêvaient, la ventilation c'est génial. Non, on va être très clair, les usagers ne rêvaient même pas, ils n'y pensaient même pas. Puisque si vous êtes chez vous, que vous avez froid ou chaud, vous allez le ressentir. Si la qualité de l'air, ou vous respirez mal, ou il y a un brassage d'air pas suffisant, à part si vous avez grillé complètement le poulet dans le four et qu'il y a une fumée énorme, vous n'allez pas vous apercevoir que l'air il est pas très bon. Donc c'est toute cette subtilité qu'il faut et qu'on met en lumière et qui est important de dire cette qualité de l'air on la voit pas, mais c'est pas parce qu'on la voit pas qu'il faut pas s'en occuper vraiment correctement. Et c'est le sens justement d'aller jusqu'à la 87-41 à l'heure actuelle sur cette vérification justement de la ventilation. Parce que le fait, là on est au démarrage des premiers contrôles, mais ça va faire sans doute comme pour la 8711, les entreprises maintenant vont savoir qu'elles vont être contrôlées. Et elles vont savoir qu'elles vont être contrôlées par des entreprises indépendantes. Et pour un opérateur, que ce soit bon ou que ce soit pas bon, c'est pareil. Donc par contre, si effectivement c'est pour pas le maître d'ouvrage, c'est pas pareil du tout. C'est pas pareil, parce qu'effectivement il y aura un nouveau contrôle qui va être fait, etc. Donc voilà. Donc et puis quelquefois il y a déjà des cas de figure où c'est compliqué de mettre en conformité. Donc il faut vraiment que ça rentre dans les mœurs. Par exemple, il y a une vérification, on parlait des différents points, ça va peut-être nous aider à comprendre. On va s'attacher à regarder par où l'air rentre, voilà. On va s'attacher à regarder où par où l'air va sortir, mais le détalonnage des portes, on le dit souvent, une porte qui a 1 centimètre de jour en dessous, c'est pas par hasard, c'est pas pour laisser passer les souris, c'est pour laisser passer l'air, parce que l'air a besoin de circuler dans le logement. On le répétera jamais assez, l'air il rentre dans les pièces, ce qu'on appelle de vie, les bureaux, les séjours, les chambres, en volume suffisant, bien entendu, adapté à la vie dans le logement, et il ressort par les pièces techniques, qui sont les pièces entre guillemets humides, le WC, la salle de bain, la cuisine, les celliers, bien évidemment. Donc c'est tout ce cheminement qui est important. Et après, on va regarder aussi les moteurs, les systèmes de ventilation, et qui soit déjà, le premier des points, c'est accessible pour qu'on puisse faire un entretien sur ce point-là, et on va surveiller qu'il fonctionne bien. Et dans les débits, la mesure se fait de différentes manières. Deux manières de le faire, on est soit en dépression, soit on est en débit d'air. Oui, et puis en fait les débits, on peut les mesurer aussi bien avec des débitmètres qu'en mesurant des pressions en bouche. En fait, là, un exemple effectivement où ça pourrait être quand même compliqué, c'est si les entrées d'air sont sur des caissons de volets roulants et qu'elles ne sont pas dimensionnées, ça va être assez compliqué quand même à reprendre. Donc on se retrouve, nos opérateurs qui sont sur le terrain vont effectivement dire aux entreprises ce qui va, ce qui ne va pas, et il faudra que l'entreprise remette en conformité. On peut avoir aussi d'autres problématiques. On le connaît, on dit souvent que les réseaux ont une part importante. Les réseaux, donc c'est les gaines, elles ont une part importante de contraintes sur la circulation de l'air pour l'évacuer ou pour le faire entrer. Souvent, on a des gaines qui sont souples, très souples, qui arrivent en bout de ligne, qui sont
pressé. Si à l'extraction ça tire dessus, ça contribue en plus à les refermer. Et donc du coup, si on est sur des logements, notamment sur des maisons en toiture terrasse ou ce genre de choses, une fois qu'on a mis les gaines, elles sont coincées entre le plafond et je dirais le plafond intérieur, entre la toiture et le plafond intérieur. Et là, du coup, pour remettre ça d'aplomb, c'est vraiment pas facile, ça peut être très compliqué. Donc ça, c'est un point important. Et ça, l'opérateur, par le biais de sa mesure, finalement, c'est ça qui va mettre en lumière. Oui, s'il n'y a pas du tout les débits qui sont prévus, il va falloir que l'entreprise elle explique et puis qu'elle regarde. Et ça peut être parfois assez compliqué de savoir effectivement ce qui se passe. Donc là, c'est pour ça qu'il faut effectivement que les entreprises elles maîtrisent, celles qui installent les systèmes de ventilation, elles maîtrisent bien ces contrôles pour faire éventuellement même des contrôles internes avant, pour effectivement pas se retrouver au pied du mur en catastrophe devant le maître d'ouvrage, à être obligé d'expliquer ce qui se passe et puis de donner les solutions pour remettre en état et rendre en conformité. On ne dit surtout pas si ça va pas. Non, mais maintenant c'est fermé, on laisse comme ça. Oui, hein. Il faut vraiment remettre en conformité. Donc il faut trouver des solutions. Oui. Donc, mais ça va contribuer. Mais de toute façon, on l'a bien vu sur la 8711. Au début, effectivement, il y avait beaucoup de déconvenus. Et puis après, les entreprises, bien sûr, ont géré et il y a beaucoup moins de difficultés. De manière globale, les enveloppes du bâtiment sont effectivement maintenant beaucoup moins perméables à l'air. Et donc, ça se passe beaucoup mieux. Mais il faut continuer à maintenir une certaine pression. Nous, à Qualibat, on pensait que nos qualifications 8711, 8721, elles allaient être éphémères. En fait, non, il faut continuer à mettre la pression. On est en France et c'est la peur du gendarme qu'il faut continuer à faire. Il y a combien d'années que cette 8711 et 21 sont en action, on l'a lancée en 2011. Ouais, ça fait déjà 13 ans. Hein, donc, pour de l'éphémère, c'est pas mal. Voilà, mais 87-21, c'était en 2014 et la 87-41, on l'a lancée en 2022. Donc voilà, et on a maintenant, ça monte en puissance, mais ça serait monté sans doute. La 87-41, on aurait sans doute un nombre d'entreprises qui se rapprocherait des 450 qu'on a en 87-11 si la construction ne s'était pas effondrée en fait. Ouais, on sait qu'il y a quasiment 40% de recul à l'heure actuelle sur nos la mesureurs, il leur neuve. faut des bâtiments neufs, puisque en 87-41, c'est essentiellement pour du neuf. Mais ça fait aussi des entreprises et donc des personnes dans ces entreprises qui sont des personnes compétentes en système de ventilation. Donc, ils peuvent aussi être amenés à intervenir dans le cadre d'expertise judiciaire, d'expertise d'assurance et même en rénovation, pourquoi pas. Donc, c'est un panel, ça fait un panel d'entreprises compétentes en ventile. Donc c'est quelque chose de vertueux. On s'aperçoit que si nos qualificateurs finalement ont leur formation, s'assurent d'être contrôlés régulièrement eux aussi pour que leur qualification tienne, ça donne aussi l'exemple de dire aux entreprises, vous êtes aussi bons déjà dans vos métiers. L'aérolique, c'est pas un métier qui est simple, faut pas le dire. Faut pas croire que c'est que de l'air qui circule. Non, c'est un fluide, un fluide. Et les bureaux d'études qui nous écoutent en tant qu'ingénierie fluide le savent très bien que c'est pas le plus facile à gérer, justement. Et donc l'entreprise, elle a cette part aussi à ouvrir les yeux et à se dire tiens, sur mon métier, ça fait des années que je le fais, va peut-être falloir que j'aille un petit peu plus loin, reprendre quelque part mes notes ou mes cahiers ou ce qui est sorti pour rester à la pointe. On a un monde qui est en complète évolution permanente, donc il faut aller loin vers ça. Sur cette réglementation sur la RE 2020 et le protocole, justement, on va retrouver tous les systèmes de ventilation qui sont pris en compte. Il y en a certains qui ont les contrôles qui sont faits avec, je dirais, des protocoles qui sont avérés. Il y a d'autres systèmes avec des protocoles qui sont en train d'être finalisés et vérifiés, justement, et qui vont rentrer dans la boucle. Et pour le moment, c'est quand même conforme, mais ça va faire objet de la suite. Donc tout le monde y passe et ça, c'est assez intéressant. Est-ce que, Daniel, j'avais une question. Oui. Est-ce que dans le cadre, on parle là du neuf, est-ce que c'est le genre de typologie de qualification ou plutôt d'action qu'on va retrouver un jour peut-être dans la rénovation ? Alors on a déjà, si je prends l'exemple de la 8711, il y a des régions pour donner des aides. Elles demandaient qu'il y ait une mesure de perméabilité à l'air avant la rénovation et une mesure de perméabilité à l'air après la rénovation. Et je dirais que le plus important presque, c'est de faire la première, parce qu'effectivement, si on veut faire des travaux de rénovation et qu'en fait on ne sait pas en réalité quels sont les gros problèmes, si c'est des parois style une maison à ceinture bois avec des fuites très importantes, si on se contente de changer les fenêtres ou de changer un élément de chauffage,
on n'aura pas vraiment résolu le problème. Donc certaines aides étaient conditionnées à des mesures de perméabilité à l'air avant travaux, sachant que c'est pas des mesures très chères et ça permettait vraiment de savoir où on en était au niveau de l'enveloppe du bâtiment avant de faire des changements, de voir si effectivement les fenêtres, c'était pertinent de les changer ou c'était pas ça le sujet, mais c'était d'autres problèmes d'étanchéité au niveau des murs et autres. Donc c'est quelque chose qui s'est fait, qui peut se faire si le maître d'ouvrage accepte de le payer. Donc pareil pour la 87-21. Donc mais il y a pas pour le moment d'obligation qu'ils interviennent, mais ça pourrait être une bonne idée. Mais... Oui, on va le voir parce que il y a des choses qui progressent vis-à-vis de la rénovation aussi. C'est un marché qui est quand même énorme, colossal, qui mérite de pas faire n'importe quoi non plus. Et je sais qu'il y a des retours qui sont apportés auprès de la QC ou de l'ANA, des systèmes de ventilation qui ont des désordres. Il y a des désordres qui sont remontés et c'est connu. Donc à un moment donné, peut-être qu'on va aller vers ce genre de choses et on y va également. Avec ce mix, on peut pas maintenant faire une rénovation en se disant je ne touche qu'un point dans mon logement, ça suffira. On l'a bien vu pour les PAC ou la PAC toute seule, ça suffit pas. Il faut une isolation associée pour encore en rendre ça meilleur. Je parlais tout à l'heure de la ventilation avec aussi, je dirais, l'isolation. Tout est en interaction dans le logement, l'usager y compris. Par ces pratiques. C'est vrai. Daniel, on arrive très bientôt à la fin de l'émission. On pourrait en parler vraiment des heures, c'est passionnant. Donc, on peut être rassuré, il y a les qualificateurs qui passent sur nos réalisations neuves et c'est bien fait. Et si jamais la conformité n'est pas là tout de suite, on va retrouver une deuxième vérification qui va permettre de l'atteindre. Et ça, c'est rassurant, je dirais, pour ceux qui achètent des logements. Que ce soit dans du collectif comme dans du neuf, ça c'est, comme dans du résidentiel individuel, pardon. Mais surtout, on va pouvoir entendre parler de Qualibat et l'entendre parler auprès des professionnels dans quelques temps, puisque vous êtes présent sur le salon Norbat les 10, 11 et 12 avril. Oui, donc en fait, on a un stand Qualibat sur le salon. Et en plus, on organise la réunion, comme on fait en fait chaque année, des opérateurs de mesure autorisés 8711, 8721, 8741. C'est des journées d'information en fait. C'est pas des journées de formation, mais on leur fait passer un certain nombre d'informations, donc avec l'appui de différents intervenants du syndicat Cinéol, avec l'appui des représentants du ministère pour effectivement. C'est pas de la formation, c'est de l'information. Alors on leur donne toutes les nouveautés que nous on peut connaître, les nouveautés réglementaires. Bon, parce que il y a besoin qu'effectivement, sans arrêt, que tout le monde soit au courant de tout ce qui se passe. Voilà. Et des potentielles futures mesures qui pourraient se faire dans le bâtiment, puisque c'est un ensemble d'entreprises qui effectivement se sont spécialisées pour beaucoup dans tout ce qui est mesure dans le bâtiment. Et la mesure dans le bâtiment va se développer de plus en plus. Donc avec l'aspect énergétique, avec d'autres éléments que l'on va mesurer, c'est sûr. Eh bien, merci beaucoup Daniel de toutes ces informations. Moi, j'en profite pour rebondir. Vous avez parlé de l'énergie, vous avez parlé de Cinéol, qui est le syndicat des mesureurs. Je rajouterai l'Association française de ventilation. Et notamment, il y a une intervention à 16h30 le 10 avril exactement sur votre espace avec Qualibat. Et là, on va parler un petit peu de cette santé et de cette prise en compte et de quelques visions futures également, parce qu'il faut regarder d'où on vient, mais il faut surtout imaginer où on va pour bien faire. Et on va le retrouver avec ces trois acteurs qui vont venir parler aussi, je dirais, de cette prise en compte importante, santé, ventilation, qualité de l'air, qui est primordiale dans les bâtiments et pour lequel Qualibat, merci beaucoup à tous. Merci de nous avoir permis de prendre la parole. Avec grand plaisir, Daniel, vous êtes ici le bienvenu. C'était une première fois, mais vous reviendrez ça à coup sûr. Et puis merci aussi à toutes les personnes de Qualibat, du travail qu'ils font au jour le jour et derrière pour les qualificateurs, pour s'assurer qu'en fait on ait un monde du bâtiment qui soit sur un socle sérieux, sur un socle bien stable et bien formé. Merci beaucoup encore Daniel, à bientôt. Sur Norbat, évidemment, à Lille, les 10, 11 et 12 avril. Et puis, moi, je vous dis à très bientôt sur le plateau de Element Air, mon cher Nico, pour parler à nouveau de l'air, de la qualité de l'air, du bien respirer, avec toujours des intervenants de grande qualité, comme vous l'avez pu le voir aujourd'hui avec Daniel Jacquemot, qui est directeur de politique technique de Qualibat. À très bientôt. Sortez, prenez l'air. Au revoir. Element Air, mon cher Nico, une émission à réécouter et télécharger gratuitement sur radio-imo.fr, l'application mobile Radio Imo et sur tous les agrégateurs de podcasts.